Merci de rester fidèle au programme de la radio Futur Média. Mesdames, Messieurs, bonjour. Il est midi, l'heure du journal. Georges Bétedio. Au sommaire, la sortie du chef de l'État hier sur BBC passée à la loupe par des analystes politiques. Ils comprennent le fait qu'il n'ait pas présenté ses excuses. La violence dans la campagne électorale dans le sud du pays, la caravane de Benno Bokk Yakaar attaquée, celle du directeur général de la SAPCO également. Pendant ce temps, à Louga, le candidat Idrissa Seck fait le plaidoyer du vivre ensemble et de la cohésion nationale. Soutien à un candidat à l'écoute toujours du Parti démocratique sénégalais qui tend l'oreille à son secrétaire général national, Maître Abdoulaye Wade, mais sans aucune précipitation. Dans le monde du travail, mouvement d'humeur au Centre national de transfusion sanguine, les collecteurs mobiles de sang observent un arrêt de travail. À suivre la page internationale avec Barthélémy Ngom, les sports Sodatiam et enfin d'édition, le journal de la campagne avec Fama Dione. Aliouba sur la partie technique de ce midi. Bienvenue à toutes et à tous. Encore un incendie, cette fois-ci c'est le centre de santé de la commune de Bala dans le département de Goudiri qui a été touché hier soir. Cet incendie est provoqué par un feu de brousse en dehors de l'établissement sanitaire. 6 cases en paille du centre de santé ont été complètement consumées, même si aucun blessé ni perte en vie humaine n'a été enregistré. Les dégâts sont importants. Le feu a été circonscrit par les sapeurs-pompiers de Tambacounda. Nous y reviendrons. Mouvement d'humeur des collecteurs mobiles de sang du Centre national de transfusion sanguine. Ils observent un arrêt de travail pour une durée indéterminée. En cause, ils réclament le paiement de 4 mois d'arriérés de salaire. Ces prestataires disent être payés 5 000 francs par jour, une somme jugée dérisoire. Ils étaient en sit-in ce matin. Salimata Aou. Ils se sont rassemblés au milieu du centre de transfusion sanguine, tout de blanc vêtus, pour crier le ras-le-bol. Les préleveurs de collecte mobile de sang dénoncent des retards de paiement de plus de 4 mois. Elhadj Malik Gueye, coordonnateur du collectif des prestataires. Ces prestataires, pères et mères de famille, frères et sœurs diplômés, soutien de leurs parents depuis plus de 4 mois, peinent à percevoir correctement l'heure du journalier qui s'élève à 5 000 francs. Et qui continue malgré les difficultés financières à servir les patients en situation d'urgence transfusionnelle dans un silence absolu et nourrissant chaque jour l'espoir d'une amélioration. Hélas, jusqu'à ce jour, rien de motivant, rien qui puisse nous donner l'énergie nécessaire pour être au secours des patients en situation d'urgence transfusionnelle. Payés à raison de 5 000 francs la journée, ces prestataires ont décidé d'arrêter la collecte dès aujourd'hui, et ce, pour une période indéterminée. Nous avons décidé aujourd'hui de boycotter toutes les activités de collecte mobile de sang et les collectes de la cabine fixe du CNTS à la banque de sang. Une situation qui ne sera pas sans conséquences auprès des patients et nous en tiendrons les services compétents pour responsables. Nous demandons le paiement sans délai de nos salaires, payer les collectes chaque fin du mois sans enregistrer des semaines impayées, recruter judicieusement des prestataires de services, augmenter le paiement des états journaliers de 5 000 francs à 10 000 francs. Ces collecteurs fustigent le mutisme des responsables du centre. Selon eux, c'est une situation qui commence à perdurer et beaucoup d'entre eux ne peuvent plus honorer leur engagement. À Thiès, les cheminots retraités sont encore sortis pour réclamer le versement de leurs allocations de retraite. Ils ont passé la nuit à la gare pour dénoncer l'attitude du ministre de l'économie et des finances. Ce dernier les avait conviés à une rencontre, mais leur a fait faux bond. Ali Diallo, président de l'entente des cheminots retraités, au micro de Cheikh Anta Diop. Nous sommes là à la gare aujourd'hui. C'est depuis hier nuit. Nous avons passé la nuit pour nous faire entendre et que c'est toujours dans l'ordre de continuer nos revendications qui a été suspendu par la demande du ministre des Finances. Vous nous avez appelé le lundi à une rencontre à Dakar. À notre arrivée à Dakar, malheureusement, on n'a pas trouvé le ministre. Cela nous a poussé de continuer notre plan d'action. Mais sur ce, nous lançons un appel à monsieur le secrétaire général de notre centrale, Mody Guiro, pour qu'il vienne au secours, le dire ainsi. Parce que des travailleurs qui ont fait 37 ans, voire 40 ans de service, et qui ne parviennent pas à être satisfaits, c'est vraiment regrettable. Des retraités qui passent la nuit
aux belles étoiles, ça, c'est du jamais vu. Tout cela, ça a dû au non-reversement de nos pensions qui a beaucoup gangréné les familles et que nous lançons un appel pressant au chef de l'État pour que ce problème soit vidé. RFM, l'actualité politique. La sortie hier du chef de l'État lors d'une interview accordée à la BBC, Macky Sall a laissé entendre qu'il n'a aucune excuse à faire parce que n'ayant commis aucune faute. Selon des analystes politiques, le président de la République ne veut pas tomber dans le piège du pardon pour ne pas écorner son image, notamment sur le plan international. Seydou Nourouba. Abdourahmane Thiam, professeur agrégé de sciences politiques à l'Université de Dakar, pense toute logique la communication du chef de l'État. Macky Sall, selon lui, ne veut en rien salir son image avant de quitter le pouvoir. Justement, il veut conserver cette image, dans la mesure où, quoi qu'on dise aussi, il a incarné un certain leadership sous-régional. Président, par exemple, l'Union africaine, a vu le rôle qu'il a joué à la contribution à règlement de la crise entre la Russie et la guerre entre la Russie et l'Ukraine. D'autres crises sous-régionales, Niger, Burkina, donc il veut pas. Donc, par exemple, toute cette action soit annulée comme ça. Éviter tout aveu de culpabilité en contournant le piège du pardon, c'est ce que le président a fait. Hassan Samb et analyste politique. Ce serait un aveu de culpabilité par rapport à tout ce qui s'est passé tout récemment au Sénégal, notamment depuis 2021 et autres. Donc, je peux le comprendre sur les excuses, même si par ailleurs tout le monde sait que les fautes on en commun. Bon, personne n'y échappe. Par contre, l'analyse politique rejette l'idée du chef de l'État de quitter le pouvoir le 2 avril prochain, et quoi qu'il puisse arriver. L'erreur fondamentale, c'est de dire qu'il va partir le 2, alors qu'en réalité, ce n'est ni conforme à la lettre et à l'esprit de la Constitution, ni conforme à la dernière décision du Conseil constitutionnel, parce que le Conseil constitutionnel avait prévu ce scénario. Il avait dit qu'au cas où maintenant les élections ne se termineraient pas, le président de la République devrait rester jusqu'à la fin, effectivement, jusqu'à l'arrivée de son successeur. Véritablement, je pense que la décision étant claire, le président lui-même ne peut pas se dérober pour partir à partir du 2, tout en sachant que, par exemple, qu'il y a un second tour. Le président Macky Sall va-t-il se conformer à la décision du Conseil constitutionnel? Le 24 mars prochain, y aura-t-il ou pas un second tour? Et c'est là où tout se jouera. Seydou Nourouba, la campagne électorale et les scènes de violence dans le sud du pays. Hier, la caravane de la coalition Benno Bokk Yakaar a été attaquée, des blessés notés. À Goudomp, la caravane du directeur général de la SAPCO a été perturbée par des jets de pierre. Souleymane Ndiaye accuse ses adversaires. La campagne électorale, jusqu'ici tranquille dans le sud du pays, a pris une nouvelle tournure hier avec l'avènement de la violence. À Boutoupa Marakunda, la caravane conduite par le maire, membre de la coalition Benno Bokk Yakaar, Ousmane Sandeng, a fait l'objet d'attaques par des jets de pierre. 5 personnes ont été blessées, son véhicule caillassé et des chaises brisées. Non loin de là, à Goudomp, c'est la caravane conduite par Souleymane Ndiaye qui a été aussi attaquée par des jeunes. Les débordements ont été évités par l'intervention de la gendarmerie. Le DG de la SAPCO accuse ses adversaires au plan local. Ils ont tenté de saboter vainement notre manifestation. Il y a des militants qui sont blessés et nous déplorons cela. Ils ont eu à organiser leur manifestation depuis le début de la campagne électorale. Mais il faut les comprendre, ils sont paniqués. Nous sommes là vraiment pour la quiétude de la population. Donc ce n'est pas de notre intérêt vraiment d'amener la violence. Nous les appelons à la raison et à la retenue. Eux, ils savent déjà qu'ils ont déjà perdu et ils veulent s'accrocher avec la violence, mais ça ne passera pas. Nous n'allons pas répondre par la violence, certes, mais nous les avertissons. Mais cet incident n'affecte en rien sa détermination, dit-il, à œuvrer pour la victoire de la coalition Benno Bokk Yakaar à l'élection présidentielle de dimanche prochain. La population est sortie en masse, certes, forte mobilisation. Cela démontre nettement que la coalition Benno Bokk Yakaar sera victorieuse à l'issue de l'élection présidentielle du 24 mars prochain, Inch'Allah Rabbi. La messe est dite. Les actes de violence sont très récurrents, surtout pendant cette dernière ligne droite vers le scrutin crucial de dimanche prochain
où les acteurs politiques du pouvoir comme de l'opposition rivalisent d'approche et de stratégie pour convaincre le maximum d'électeurs. Lamine Ba, Ziguinchor, Radio Futur Média. À Louga, hier, le candidat Idrissa Seck a fait le plaidoyer du vivre ensemble et de la cohésion nationale. L'ancien président du Conseil économique, social et environnemental a invité les leaders politiques à bannir le communautarisme et l'ethnicisme. Idrissa Seck qui appelle par ailleurs les médias à la neutralité. Il est au micro de Nafissa Ndiaye. Si nous remportons la présidentielle au soir du 24 mars prochain, nous allons tout d'abord régler toutes les difficultés auxquelles les populations sont confrontées. Nous allons veiller sur la sécurité des Sénégalais et de leurs biens. Concernant la cohésion nationale, j'attire l'attention de certains leaders et même de certains médias à veiller beaucoup plus soigneusement et à éviter tous les sujets de discorde nationale qui tournent autour du communautarisme et à l'ethnicisme. Le Sénégal est un pays de paix, un pays qui est béni et qui n'a jamais de problème lié au communautarisme ou à l'ethnicisme. Nous devons rester unis et travailler ensemble pour développer ce pays que nous aimons tous. Alors, chacun doit considérer son prochain comme un membre de sa famille. Il faut que tout un chacun sache que le Sérère, le Diola et le Peul ont toujours vécu en parfaite harmonie. Il n'y a jamais eu de problème entre nous. La caravane de Amadouba était à Thiès dans la soirée, tard dans la soirée. Ce mercredi, donc hier, sur place, le candidat de Benno Bokk Yakaar a promis aux forces de défense et de sécurité l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Il a aussi déclaré que tous les accords signés entre l'État et les organisations syndicales seront exécutés. Cheikh Anta Diop. Thiès a réservé un accueil très chaleureux à Amadouba, candidat de Benno Bokk Yakaar. Du haut du parloir, il a rendu un vibrant hommage aux forces de défense et de sécurité. Police, armée, gendarmerie, sapeurs-pompiers, service d'hygiène, eaux et forêts, douane. Je m'engage une fois élu à la tête du pays à renforcer la police, la gendarmerie, les sapeurs-pompiers, la douane, le service d'hygiène. Moi, Amadouba, président de la République, il allait renforcer Sénégal. S'adressant aux travailleurs, l'ancien Premier ministre promet de respecter tous les accords. À partir du 1er mai, engagement du gouvernement Bidjel, Khatimko, de exécuter. À tous les syndicats, à toutes les centrales syndicales, je vais ouvrir les discussions immédiatement. Aussi, Amadouba ambitionne d'amener le train express régional jusqu'à Thiès, capitale du rail. Dès 2025, le financement étant déjà acquis, on va reprendre le chemin de fer Dakar-Tambacounda en allant vers le Mali. Du haut du podium, Amadouba a invité à ses côtés tous ses responsables de Thiès à se donner la main, gage d'une éclatante victoire au soir du 24 mars. Ablaïdje, Sireja, Maïmouna Nyege, Abdoumao donne quelqu'un d'engagé. Massali, merci pour ton courage. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop, la direction du PDS réagit à la sortie de cadres libéraux qui ont annoncé hier leur soutien à Amadouba pour la présidentielle de dimanche prochain. Cette décision n'engage que les auteurs, selon le secrétaire national aux élections du PDS et par ailleurs mandataire de Karim Wade. Maguette Si souligne que le Parti démocratique sénégalais reste à l'écoute de son leader, Maître Abdoulaye Wade, et sans aucune précipitation. Il est au téléphone avec El Hadj Ndiogoudienne. Ceux qui ont tenu ces propos, n'est-ce pas, ne peuvent pas engager le parti et pour cause, seul le secrétaire général national, Maître Abdoulaye Wade, peut engager le parti par ses propos et par ses écrits. Donc ceux qui ont tenu ce point de presse hier l'ont fait à leur nom propre. J'ignore leur réelle motivation, mais je note quand même que ce sont des conduites, c'est une conduite qui n'est dictée par aucune instance du parti. Par conséquent, je tiens à rappeler à tous les militants que ces propos tenus hier n'engagent pas le parti. Nous sommes à l'écoute du frère secrétaire général national, Maître Abdoulaye Wade. Nous sommes un parti responsable. Je pense que ce n'est plus lieu d'en faire un débat sur le statut du PDS. Ce sont des décisions qui vont engager l'avenir du parti, mais aussi qui vont engager l'avenir du Sénégal. Donc ça mérite réflexion, mais ça mérite aussi de recueillir l'avis des militants de base. Les militants de base se prononcent par-ci, par-là, par divers canaux, et ce sont ces points de vue
ces réflexions qui sont remontées vers le secrétaire général national et lui tiendra compte de tout ça pour prendre une décision. De toute façon, nous ne sommes tenus par aucun délai. Vraiment, nous ne sommes pas dans la précipitation. Le ministre de l'Intérieur acquiesce ce matin. Mohamedou Makhtar Cissé a visité les centres de vote. Une visite au cours de laquelle il a apporté des précisions sur les informations faisant état de supposées cartes d'électeurs en souffrance. Propos recueillis par Cheikh Anta Diop. Autant il y a des bureaux témoins pour remonter le vote, il y a des centres qui sont identifiés pour vérifier que le matériel électoral est en place, que tout le dispositif est en place. Et on part du principe que si c'est en place dans cette zone urbaine, dans ces zones urbaines et rurales, parce qu'il y a une partie rurale également, c'est le même dispositif qui existe partout. Voilà. Donc nous avons commencé à Thiès, nous allons poursuivre à Hambourg la tournée pour nous assurer que tout le matériel est en place, que toutes les dispositions sont prises pour nous conduire à une élection apaisée, une élection transparente, où le résultat sera sincère et donc ne sera pas contesté. C'est l'objectif que le président de la République nous a fixé. Monsieur le ministre, beaucoup parlent de cas d'électeurs en souffrance. Faire le point par rapport à tout ça. La première règle de la transparence, c'est l'information. Et la première règle de l'information, c'est d'aller à la bonne source. Donc je pense que la direction générale des élections est ouverte. Je l'ai visité ce matin d'ailleurs, je dois le dire. J'ai commencé par la direction générale, j'ai rencontré le DG et ses collaborateurs. Le DAF était là, le directeur de l'automatisation du fichier. Je crois qu'à ce niveau, les commissions travaillent comme elles devraient travailler pour la distribution des cartes. Les cartes sont disponibles pour tout le monde. Je pense qu'il n'y a pas de problème à ce niveau. RFM, fréquence de modulation 94.0, la radio en puissance. RFM Midi. Célébration ce 21 mars de la journée internationale de la trisomie 21 à Hambourg. L'association Enfants Soleil plaide pour un meilleur accès aux soins pour les enfants qui ont la maladie. Les parents déplorent le fait d'aller jusqu'à Dakar ou à Thiès pour être suivis par des spécialistes. Ils veulent plus d'attention pour ces enfants. Aïcha Ndiaye Dieng, présidente Enfants Soleil Antenne de Mbour, au micro de Ndeye Mati Dieng. Pour une meilleure insertion, il faut leur assurer une bonne prise en charge médicale, paramédicale, ainsi qu'une inclusion scolaire. En ce journée mondiale de la trisomie 21, nous invitons tout le monde, les bonnes volontés, les entreprises, les autorités à venir soutenir la prise en charge médicale, paramédicale et inclusive des enfants touchés par l'autisme, la trisomie et l'IMC. Mais malheureusement, prise en charge bobu nak dafa rare te dafa cher. Ci région yi tu en vois rarement. Puisque la demande est trop forte et nous sommes bien organisés, l'association Enfants Soleil a créé des antennes. Il y a l'antenne de Kaolack, l'antenne de Thiès et l'antenne de Mbour qui a été créée il y a juste 2 mois. Donc c'est pour permettre aux enfants Soleil vivant dans ces localités d'avoir une prise en charge gratuite et accessible. Donc l'objectif principal de l'antenne de Mbour, c'est l'ouverture d'une maison jaune à Hambourg. Donc les maisons jaunes, c'est bien sûr les centres créés par l'association qui permettent d'avoir un accompagnement gratuit. C'est-à-dire, on aura dans ces centres aussi bien un orthophoniste, un psychomotricien et un psychologue qui vont suivre nos enfants et en même temps, on aura une école inclusive dedans. RFM. L'actualité internationale. L'actualité internationale avec Barthélémy Gom. Bonjour Barthélémy. Bonjour Georges Détier, bonjour à tous. D'abord au Mali, la mort en détention du marabout Komani Tanapo. Il a été enterré mardi à Kouy, son village situé dans la région de Ségou, au centre du pays. Connu pour son implication dans la signature d'accords intercommunautaires locaux, Komani Thomas Tanapo avait été arrêté le 25 février dernier par l'armée malienne et ses supplétifs russes du groupe Wagner. Il a été accusé de collaborer avec les djihadistes liés à Al-Qaïda. Il est donc mort, vous l'avez dit, en détention. La dépouille a été ramenée dans son village par hélicoptère. Le procès du massacre du 28 septembre en Guinée, le tribunal rejette une éventuelle requalification des faits en crime contre l'humanité. Autant dire, Georges, que ce n'est pas encore la fin du suspense autour de ce procès du 28 septembre. Cette requalification des faits en crime contre l'humanité a été réclamée par le parquet. Oumou Kalsoumli.
En Guinée, ce n'est pas encore la fin du suspense au procès du 28 septembre. Le tribunal chargé de juger le massacre de plus de 150 civils par les forces de sécurité en 2009, lors d'un meeting de l'opposition, a préféré ne pas trancher sur la question de la requalification des faits en crime contre l'humanité. Une requalification réclamée par le parquet et qui sera retenue ou non au moment du jugement, a annoncé le 20 mars 2024 le président du tribunal. La cour d'appel sera amenée à trancher. Elle avait rarement été aussi unie durant le procès. La défense ne veut pas de cette requalification des faits en crime. C'est la colère qui prédomine. Dans le camp de Maître Pépé, Antoine Lama, nous considérons que cette décision viole les droits de la défense et le droit à un procès équitable. C'est pourquoi nous avons décidé d'exercer un recours contre ce jugement et les jours à venir, ce recours sera formalisé, a-t-il déclaré. La cour d'appel sera amenée à trancher, considérer les faits du 28 septembre 2009 comme des crimes contre l'humanité permettrait de soutenir l'accusation grâce au principe de la responsabilité du commandement, le supérieur hiérarchique qui peut être déclaré responsable des crimes commis par les hommes qui sont sous son autorité. C'était une demande des parties civiles depuis le début du procès. Et puis en Centrafrique, le procès pour diffamation de l'opposant Krépin Mboli Goumba a eu lieu hier. Le patron du parti dénommé Patrie avait accusé la justice centrafricaine d'être corrompue jusqu'au plus haut sommet de la hiérarchie, accusation pour laquelle il se dit prêt à passer même 20 ans en prison. Interpellé le 3 mars dernier à l'aéroport de Bangui alors qu'il s'apprêtait à voyager pour le Cameroun, il est poursuivi pour diffamation et outrage à magistrat. Le procureur général a requis 1 an de prison contre l'opposant et une amende de 125 millions de francs CFA à payer à chacun des 4 magistrats plaignants. La Cour va rendre son verdict le 27 mars prochain, Georges. La guerre au Soudan, l'armée prend peu à peu le dessus. Le pays au bord de l'abîme humanitaire. L'armée soudanaise qui déclare avoir repris Wad Madina, la capitale de l'Est d'Al Jazeera. Parallèlement, une campagne de frappes aériennes a visé des positions des forces de soutien rapide dans plusieurs autres États. Cette avancée de l'armée est liée à 3 raisons majeures selon des analystes: l'apport des drones dans la guerre, le rôle de la force de résistance populaire et des civils, et le 3e élément, la reprise de la localité de Wad Madina par les forces de soutien rapide. Une autre guerre pour terminer, Georges, la guerre Israël-Hamas. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken déclare que les États-Unis ont présenté un projet de résolution devant le Conseil de sécurité de l'ONU, appelant donc à un cessez-le-feu immédiat lié à la libération des otages dans la bande de Gaza. Merci Barthélémy Ngom, c'était le journal international. RFM Sport. Qui a beaucoup progressé, une équipe qui était très bonne même quand on l'a joué à Dakar et en Ouganda. C'est une équipe combative, une équipe très ambitieuse, une équipe qui monte en puissance. Football Soda, Sénégal-Gabon en amical ce vendredi. Les Lions affûtent leurs armes à Amiens en France. Effectivement, donc ce sera donc une 5e séance d'entraînement pour les poulains de Aliou Cissé. Ce jeudi à 17h30 au stade La Licorne d'Amiens qui doit accueillir le match. Une séance dont les 15 premières minutes Georges Déthié Diop seront ouvertes à la presse et qui sera précédée par la conférence de presse d'avant-match à 17h. Hier, les Lions se sont entraînés à l'exception d'Aruna Sangaté, mis au repos à cause d'une douleur à la jambe. Et retenez que la dernière rencontre amicale entre ces deux équipes s'est soldée par une victoire des Lions du Sénégal, 1-0. C'était en 2015. Basketball, la Fédération sénégalaise de basket a clôturé la phase allée du championnat. Une phase allée où certains clubs ont créé la surprise comme Guédiawaye Basket Club, aussi bien chez les hommes que chez les dames. Mais certains ténors gardent leur suprématie comme l'AS Douanes qui doit représenter le Sénégal à la Basketball Africa League. L'administrateur du site basketsénégal.com, Abdou Sey, revient sur cette phase allée. Je vous propose de l'écouter. Ce qu'on peut retenir, c'est l'invincibilité de l'AS Douanes dans la poule A qui a cumulé 7 victoires en autant de sorties. Les
champions en titre sont suivis de l'ASC Ville de Dakar qui vient juste à la deuxième place avec 6 victoires et une défaite. 2 favoris qui confirment leur statut. Maintenant, la surprise vient de Guédiawaye Basket Academy qui est venu en D1 cette année et qui a bousculé la hiérarchie pour s'installer à la 3e place après cette phase aller. Ensuite, maintenant, il y a les autres équipes qui se suivent de près. Donc, dans la poule B aussi, c'est le même schéma. La Jeanne d'Arc et le Dakar Université Club se partagent le fauteuil de leader avec chacune 6 victoires et une seule défaite. Les places qui suivent aussi sont très serrées puisque de la 3e à la 8e place, les équipes se tiennent à 2 ou 3 points. Donc, certaines équipes sont assurées de disputer les playoffs. Pour les autres tickets, ce sera vraiment des batailles. Et en ce qui concerne les dames, l'ASC Ville de Dakar est resté invincible pendant cette première phase en cumulant 7 victoires en autant de sorties aussi dans la poule A. L'AS Ville de Dakar est suivi par le Dakar Université Club qui vient juste derrière avec 6 victoires et une seule défaite. Donc, ce sont 2 équipes favorites de cette poule qui maintiennent leur statut. Le Saint-Louis Basket et Deboloc complètent le top 4 avec respectivement 4 victoires et 3 défaites pour le Saint-Louis Basket Club et 3 victoires et 4 défaites pour Deboloc. Mais on sait que les autres équipes se suivent de près à 1 ou 2 points, donc ce sera vraiment serré pour les autres tickets qualificatifs pour les playoffs. Donc, dans la poule B aussi, il y a la Jeanne d'Arc qui domine carrément cette poule avec 7 victoires et en 7 matchs disputés. Ici aussi, il y a la formation de Guédiawaye GBA qui vient s'installer dans la 2e place après une première phase vraiment réussie. Il faut noter que l'équipe de Guédiawaye est l'équipe surprise cette année, aussi bien chez les hommes que chez les dames. Donc, c'était donc Abdou Sey, l'administrateur du site basketsénégal.com, la Fédération sénégalaise de basketball Georges Déthié Diop, qui va entamer la phase retour après la présidentielle. La présidentielle. Merci Soda Thiam pour cette page des sports. Rapido et son sticker rechargeable et la direction de la santé mère-enfant vous offrent votre revue de presse. Revue de presse présentée par Barthélémy Ngom, bonjour. Bonjour. La sortie du président Macky Sall face à nos confrères de la BBC a fait le tour des quotidiens parus ce jeudi. D'abord, des regrets. Dans l'Observateur, il dit « Je suis étonné et même meurtri par les jugements de valeur faits sur ma personne, ce que mon confrère assimile à des crève-cœurs du chef de l'État. » Macky Sall, dans Vox Populi, poursuit pour dire qu'il n'a pas d'excuses à faire car il dit n'avoir commis aucune faute. Une phrase que l'on retrouve également à la une de la Tribune, ce qui fait dire au quotidien le mandat que Macky Sall ne se sent pas morveux. En clair, il se dédouane, ajoute Sud Quotidien. Sur la présidentielle de dimanche prochain, le chef de l'État dans Le Soleil appelle au calme et à la sérénité. Un appel au calme que l'on retrouve également dans l'As Quotidien. Le Soleil reprend et nous informe que le président Sall compte tenir sa parole. Il s'en va le 2 avril, une date qui marque la fin de son mandat. Il n'entend pas rester un seul jour de plus, écrit Les Échos qui reprend le chef de l'État. Rewmi Quotidien fixe le deadline, plus que 12 jours au pouvoir. Macky confirme son départ le 2 avril, souligne le confrère. Sur les cas Ousmane Sonko et Karim Wade, pas candidat à l'élection présidentielle, le chef de l'État laisse entendre dans Les Échos que c'est parce qu'il n'a pas été suivi. La suite de la campagne électorale en attendant le scrutin de dimanche. Les candidats en lice à chacun sa stratégie. Emploi, agriculture, tourisme, entre autres. Walf Quotidien avec un jeu de mots écrit « Les purs engagements d'Aliou Mamadou Dia, candidat du PUR ». Enquête fait focus sur l'emploi des jeunes et note que c'est le casse-tête des candidats. Les jeunes au cœur des programmes. Amadouba pour une gestion de la migration en offrant plus d'opportunités aux jeunes. Khalifa Sall, lui, veut instituer un quota de 30% pour les jeunes dans les assemblées électives et Diomaye Faye propose une rupture générationnelle avec la promesse de créer des milliers d'emplois par an. En attendant, la campagne se poursuit avec cette bataille dans la bataille. Diomaye contre Amadou, le Témoin y voit un combat par procuration entre Ousmane Sonko et Macky Sall. Le Point Actu de son côté donne la parole aux candidats Khalifa Sall et Anta Babacar Ngom sur la création d'une monnaie nationale. Il charge Diomaye Faye. Anta Babacar Ngom, par exemple, dit avoir peur d'une monnaie locale et Khalifa Sall crée une fragilisation de l'économie, écrivent nos confrères du Point Actu. Autre déclaration de candidat cette fois-ci dans Source A. Mohamed Boun Abdallah Dionne veut que le secteur privé porte le développement de la croissance. Idrissa Seck à Louga, il demande aux uns et aux autres d'éviter tous les sujets qui touchent au communautarisme ou à l'ethnicisme. Déthié Fall lui promet de renforcer et de réhabiliter l'ISRA pour réussir l'autosuffisance. Khalifa Sall de son côté invite la diaspora à devenir une 4e source de financement et d'investissement. Diomaye
Diomaye Faye, l'homme au balai, dit aux habitants du Bawol, je cite, « Avec moi, fini les scandales et le pillage de nos deniers publics ». Et Aliou Mamadou Dia promet de réconcilier les Sénégalais avec la justice. Autant de déclarations donc à lire dans Source A. Le quotidien de son côté s'intéresse aux dernières heures de la campagne électorale. C'est le temps des ralliements, écrit le confrère. Des libéraux et Rose Wardini renforcent Amadouba, Cheikh Tidiane Dièye se retire et se range derrière Bassirou Diomaye Faye. 73 mouvements et partis debout derrière Khalifa Ababakar Sall. Sur les ralliements des libéraux au candidat Amadouba, Vox Populi nous apprend que le secrétariat exécutif national du PDS s'en démarque. L'Obs évoque d'ailleurs les signes d'un gros malaise au sein du Parti démocratique sénégalais et fait part d'une colère de Karim Wade qui dans l'I quotidien dénonce une manipulation d'Amadouba. Conclusion du quotidien L'Indépendant, le PDS dément le ralliement de 25 fédérations à Amadouba et met en garde. Bosby le jour, ce matin, fait immersion. Un grand reportage à Ndiandiaye, le village de Bassirou Diomaye Faye dans la commune de Ndiaganiao. Nos confrères ont suivi les pas d'un présidentiable. La com de Pastef aurait même donné des consignes à la famille de Diomaye Faye si l'on en croit Bosby. Le journal nous raconte tout dans ce voyage au royaume d'enfance de Bassirou Diomaye Faye. L'Observateur s'est également rendu dans les villes ou localités qui ne sont visitées qu'en période de campagne électorale. Nos confrères ont rencontré des citoyens désormais matures et ils le leur signifient en ces termes. Ils nous prennent pour des fous. Une façon de dire qu'ils attendent avec fermeté les politiciens. Ils les attendent le 24 mars, jour du scrutin. En tout cas, tout est fin prêt pour ce dimanche. Si l'on en croit L'Indépendant, mon confrère annonce que le matériel électoral est dispo partout. Loin du scrutin de dimanche prochain, Libération revient sur le phénomène de l'immigration irrégulière avec ces 2 pirogues remplies de Sénégalais qui ont encore échoué à Dakhla, c'est au Maroc. Ces embarcations avaient quitté la Mauritanie et Saint-Louis entre lundi et mardi. Au moins 2 morts lors de la traversée, écrit Libé. Le journal a donné la parole à Baboussen, le consul du Sénégal à Dakhla. Il déclare que tous les passagers sont des Sénégalais et parmi la cinquantaine qui est arrivée, il y a un enfant de moins d'1 an qui est avec sa maman. Bonne lecture. Rapido et son sticker rechargeable et la direction de la santé mère-enfant vous ont offert votre revue de presse. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la radio Futur Média. Devant ce micro, Femme Dianou, technique à l'UNBA. Le journal de la campagne, nous sommes au 13e numéro et d'ailleurs l'avant-dernier numéro. La quasi-totalité des candidats sont actuellement à Dakar. L'agenda du jour, c'est avec Awambaye. La coalition Diao 2024 attendue aujourd'hui à Kaolack, Kaffrine Koungheul, Koupentoum. Pour la caravane du professeur Daouda Ndiaye, elle revient sur Dakar après l'étape de Kaolack hier dans la soirée. Le candidat du PUR, Mamadou Aliou Dia, occupe la zone de Mbour aujourd'hui et sa caravane démarre à partir de 18h et va sillonner l'axe Joal, Nguyen et Tchadjaï. Pour le programme de la coalition Benno Bokk Yakaar, 2 régions au menu, des Ziguinchor à Amadouba va rallier Dakar par avion et sa caravane va passer à Mbao, Keur Mbaye Fall, Keur Massar, Malika, Yeumbeul Nord, Thiaroye Gare, Marché Syndicat et le stade Alassane Djigo de Pikine est choisi comme point de chute. La coalition Diomaye Président, après son meeting à Mbacké, prévoit une grande mobilisation aujourd'hui à Ndiaganiao. Serigne Mboup a choisi 3 sites pour sa campagne de ce jeudi. Il s'agit de Kébémer, Thiès et Tivaouane. Déthié Fall va peut-être le croiser parce qu'il sera lui aussi à Kébémer après les étapes de Louga et Gossas. L'équipe de campagne du candidat Mohamed Boun Abdallah Dionne a concentré ses activités à Mbour. Thierno Alassane Sall est à Dakar et sa caravane est attendue à Pikine et Rufisque. La coalition Gakou 2024 circonscrit ses activités d'aujourd'hui dans le département de Dakar. Khalifa Sall va faire le tour de Saint-Louis en caravane et il va faire plusieurs quartiers et rentre à Dakar ce soir. Merci Awambaye. Thiès a vécu hier la campagne. La région était le point de ralliement de plusieurs coalitions. Des leaders ou représentants de candidats ont sillonné les rues de Thiès. De son côté, Déthié Fall était à Mbacké où il a promis de régler la question liée à l'accès à l'eau. Actu Campagne, c'est avec Anna Rocha. Hier mercredi, la capitale du rail a renoué avec
l'effervescence politique. Thiès a vibré jusque tard dans la nuit au rythme des caravanes de plusieurs partis et coalitions, le PUR, IDI 2024, la République des valeurs, mais aussi le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar. En meeting à Thiès, Amadou Ba a d'abord salué la loyauté sans faille des Thiessois ainsi que leur esprit patriotique. Il a aussi pris des engagements à l'égard des centrales syndicales, des forces de défense et de sécurité, du patronat et des populations pour un Sénégal qu'il se veut émergent. Pas très loin, il y avait le candidat de la coalition Diomaye Président. À Bombay, entouré de certains leaders comme Aïda Mbodj, Bassirou Diomaye Faye s'est engagé à régler le problème d'accès à l'eau dans le monde rural. Il dit avoir constaté que depuis plusieurs mois, les populations sont en bras de fer avec les sociétés en charge de la gestion des forages ruraux. Diomaye Président souhaite donc, une fois au pouvoir, apporter des réformes sur la gestion de l'hydraulique rurale. C'est aussi l'un des projets de Déthié Fall président. Après Bombay, le leader du PRP a fait son entrée dans le département de Mbacké. Dans le programme du candidat de la coalition Déthié 2024, la résolution de la crise de l'eau à Touba avec un accès au lac de Guiers. Mais pas que, Déthié Fall compte s'attaquer aux problèmes d'inondation de la ville, de chômage ou encore d'infrastructures sanitaires. Au nord du pays, le candidat de la coalition IDI 2024 s'est entretenu avec la presse. Idrissa Seck soutient que la pêche est un secteur qui souffre et que l'exploitation du pétrole et du gaz soulève déjà beaucoup de questions liées à l'environnement. Dans son pacte, l'ancien Premier ministre explique qu'il y a un programme particulier pour la ville tricentenaire. Juste avant, il était à Louga qui a également accueilli hier mercredi Khalifa Ababacar Sall. Sur place, l'ancien maire de Dakar et candidat de la coalition Khalifa Président a exprimé son ambition de renforcer les écoles coraniques. La vision est d'en faire des vecteurs de la formation professionnelle pour que chaque pensionnaire de Dara puisse avoir un métier. Au sud, Aliou Mamadou Dia a annoncé la création d'une usine de transformation des fruits. Selon le candidat de la coalition AMD 2024, Kolda regorge d'importantes potentialités de production, mais ses fruits pourrissent faute d'industrie. Merci Anna Rocha. Ibrahim Djebaraté, bonjour. Bonjour Famadion, bonjour à tous. Vous êtes à Kédougou, à moins de 48 heures de la fin de la campagne électorale. Seules deux coalitions se font toujours remarquer sur le terrain, la coalition Diomaye Président et la coalition Benno Bokk Yakaar. Tout à fait, Famadion. Seules deux coalitions, vous l'avez rappelé, rivalisent en ce moment d'ardeur sur le terrain. C'est d'une part la coalition Benno Bokk Yakaar qui a démarré sa campagne, rappelons-le, le dimanche dernier avec le passage de leur candidat Amadou Ba à Kédougou. Depuis lundi dernier, la coalition Benno Bokk Yakaar, par le biais de leurs responsables et comités électoraux, mène des caravanes et visites de proximité, particulièrement dans la commune de Kédougou. L'autre coalition, Fama, qui multiplie ses sorties vers les autres communes et localités de la région par des caravanes et visites à domicile, est la coalition Diomaye Président. Même si leur candidat Bassirou Diomaye Faye n'est pas passé à Kédougou, en revanche, Ousmane Sonko, à la tête d'une caravane, est venu à Kédougou livrer le message de leur candidat mardi dernier. Pour l'heure, on ne sent pas encore la présence des autres coalitions et candidats sur le terrain. En moins de 48 heures de la clôture de la campagne Fama, on apprend à l'instant même le ralliement des militants et sympathisants de la fédération PDS du département de Saraya à la coalition Diomaye Président au cours d'une assemblée générale qui s'est tenue hier dans la commune de Saraya Famadion. Merci beaucoup. Ibrahim Djebaraté, donc des membres du PDS qui ont décidé de rallier le camp de Diomaye Faye. Hier, ici à Dakar, des cadres de ces mêmes partis ont décidé d'accompagner Amadou Ba à 12h41. La parole maintenant aux Sénégalais de l'extérieur. Escale aujourd'hui au Mali. Badara Lo est à Bamako. Il voudrait voir à la tête de l'État un président qui prendra en compte la préoccupation des Sénégalais vivant à l'étranger. Malgré la crise malienne, il déclare que les Sénégalais vivent en sécurité dans ce pays. Nous sommes au rythme de la campagne présidentielle comme partout dans la diaspora, en attendant le jour du dimanche pour aller faire notre devoir de citoyen. Et ici au Mali, tout se passe très bien, alhamdoulilah. Maintenant, ce qui reste à faire, c'est d'aller faire notre devoir de citoyen et attendre le futur président qui serait élu. Et on lui demande tout simplement de penser à la diaspora, pas plus, penser à la diaspora. Parce que tout ce que nous faisons, tout ce que nous gagnons, c'est pour retourner au Sénégal. Et ça, on ne peut pas le faire sans l'aide de l'État. Et personne
Personne n'ignore que actuellement ce que la diaspora fait rentrer en économie financièrement dans le pays. Et pour cette raison, c'est l'État seulement qui pourrait nous encadrer à réussir notre mission et retourner éventuellement en paix et en sécurité au Sénégal. C'est ce que nous voulons. Là, nous sommes au Mali. Bon, alhamdoulilah, Dieu merci. Bon, sécuritairement, bon, on ne se plaint pas. Oui, on mène nos activités du jour au lendemain. On gagne ce que nous devons gagner. Alhamdoulilah, Dieu merci. Vraiment, merci beaucoup aux Maliens. Nous sommes bien à l'aise ici. On n'a pas de problème. C'est comme si nous étions au Sénégal. Badarolo, Sénégalais vivant à Bamako, à 12h43, c'est l'un des 18 candidats à la présidentielle, président du mouvement Teki, un mouvement politique et citoyen, et membre de la conférence des leaders de la coalition Sigil Sénégal. Vous l'avez compris, il s'agit de Mamadou Lamine Diallo. Aujourd'hui, Nongoka nous dresse son portrait. Mamadou Lamine Diallo est classé parmi les candidats en lice pour le fauteuil présidentiel ayant le profil d'un homme d'État. Il s'est surtout distingué par ses écrits et déclarations dans le débat public sur les sujets relatifs à l'économie. Sur le tollé né du présumé scandale Petro-Tim, son intervention à la chaîne de télévision anglaise BBC montrait à quel point il était choqué par la nouvelle. 9 billion? But is it true? Yes, this is true. I'm deeply disappointed that our leaders can accept such deals. Sa casquette d'intellectuel ne l'a pas éloigné du champ politique. Mamadou Lamine Diallo n'est pas à sa première participation à une course présidentielle. Candidat à cette élection en 2007, il avait obtenu 0,48%. Le président du mouvement Teki a aussi contribué aux travaux des assises nationales. C'est en 2017 qu'il a réalisé une prouesse aux législatives. Cette année-là, Mamadou Lamine Diallo est élu député puis réélu en 2022. Il est l'initiateur du réseau des parlementaires sur la bonne gouvernance dans les industries extractives. On ne peut pas se réveiller un bon matin en disant moi je fais le terre, je fais l'autoroute à péage, je fais le PUDC, ceci, cela, des investissements politiciens et vous ne voulez pas vous faire attraper par la Macron. Hors du Sénégal, Mamadou Lamine Diallo est connu comme un brillant économiste. Il est docteur en économie à l'école des mines de Paris où il a plutôt décroché son diplôme d'ingénieur polytechnicien. Il a travaillé à la Banque mondiale dans les années 90 avant de revenir au Sénégal pour un bref passage à la BCEAO. Mamadou Lamine Diallo était conseiller à la primature de 1994 à 2001. Puis en 2003, il rejoint la commission de l'Union africaine en Éthiopie. En 1996, il a publié un ouvrage intitulé « Les Africains sauveront-ils l'Afrique ?», un essai dans lequel il s'interroge sur la pertinence des politiques d'ajustement structurel. En 2004, le chef de file du Teki sort un autre livre avec comme titre « Le Sénégal, un lion économique avec un point d'interrogation ». Avec toutes ces idées sur l'économie développées dans ses ouvrages, le candidat de la coalition Teki 2024 espère être élu au soir du 24 mars pour les mettre en œuvre en tant que chef de l'État. Merci Nongoka. Avis d'expert, aujourd'hui la parole aux acteurs du sport. Santi Agne, bonjour. Bonjour. Vous êtes membre du comité directeur du CNOS et président de la fédération Handisport. Alors, dites-nous, nous sommes en pleine campagne. Est-ce que des candidats ont rencontré vous qui êtes acteur du sport? Nous n'avons pas eu de rencontre particulière avec les candidats, malheureusement. Mais en règle générale, le sport rencontre les candidats quand il y a deuxième tour. Mais auparavant, nous scrutons leur programme. Et on peut dire que quasiment tout le monde parle du sport, mais sans prendre l'avis des acteurs du sport. Et cela pose problème, parce que si on ne pose pas les vrais problèmes, on ne peut pas leur apporter les solutions idoines. Donc pour l'instant, les candidats parlent du sport, mais ils ne creusent pas le sujet. Alors, en 2019, le président Macky Sall, vous avez rencontré. Est-ce que les engagements pris à l'époque ont été respectés? Tout à fait. C'était précisément en 2012. J'avais eu la chance d'être le porte-parole du mouvement associatif. Nous avions rencontré et le président Abdoulaye Wade et le président Macky Sall. Nous avions demandé que le budget soit porté à 2%. Le budget du sport à 1%, pardon. Et on l'a largement dépassé, il faut le dire. Mais malheureusement, le coût de la vie a également augmenté,
Si bien que les problèmes que nous rencontrions en 2012, il est vrai que certains ont été réglés, mais il y en a beaucoup d'autres qui restent à être solutionnés. Merci beaucoup. Voilà qui est clair. Santi Agne, vous êtes le membre du comité directeur du CNOS et président de la fédération Andy Sport. Bonjour DJ Colos. Bonjour Fama John. Alors aujourd'hui, votre campagne s'intéresse à Anta Babacar Ngom, la candidate de l'ARC, le mouvement alternatif pour la relève citoyenne, la seule femme engagée à la présidentielle. Anta Babacar Ngom, nous vous saluons. Bonjour Didier Colos, je vous salue, vous et l'ensemble des auditeurs de la RFM. On appelle la compagne du chef de l'État Première Dame. Si vous êtes élu, comment appeler votre époux? Oui, effectivement, c'est une grande question, c'est quand même très intéressant. J'avoue que je n'y ai pas forcément pensé. Est-ce que c'est le premier homme? Est-ce que c'est Monsieur le Président? Est-ce que je ne saurais vous dire. Mais je pense qu'au moment donné, on va y réfléchir et puis on trouvera le nom le plus approprié pour Monsieur mon époux, le colonel Diack. Bien sûr. Vous êtes la moyenne d'âge de cette élection. Qu'est-ce que vous réservez aux jeunesses? Ma mission première, ou en tout cas l'un de mes objectifs les premiers, c'est de restaurer l'espoir. L'espoir de la jeunesse sénégalaise en un avenir meilleur. Aujourd'hui, je pense que beaucoup de jeunes sont désespérés et vivent dans le désarroi ou manquent de visibilité pour leur avenir. Et c'est de mon rôle en tant que chef de l'État et surtout étant proche de la jeunesse de restaurer l'espoir au sein de la jeunesse sénégalaise. Après l'avoir analysé, étudié, tout le monde est unanimement d'accord que le premier problème du Sénégal est l'emploi des jeunes et également leur employabilité. Donc, dans notre programme Endeligue sur le Sénégal, on le dit clairement que nous allons nous investir à la création d'emplois, avec un objectif de créer plus de 5 millions d'emplois, parmi lesquels les 2 millions sont spécifiquement dédiés aux jeunes. Donc la question de la création d'emplois est une priorité de notre programme. Qu'est-ce que ça fait pour vous d'être la seule femme parmi les candidats? Bon, d'abord, mon premier sentiment, c'est de dire au moins pour cette élection présidentielle, au moins il y en a une. Parce qu'il faut bien se rappeler qu'en 2019, l'élection présidentielle s'est tenue au Sénégal sans voir la participation d'aucune femme. Et je trouve que ça ne devrait même pas être acceptable pour un pays comme le Sénégal avec une population composée de 50% de femmes. Alors, 2024, je suis la seule femme. C'est un ratio qui est extrêmement faible. Je pense que sur 19 candidats, quand même, on aurait pu avoir minimum 2 ou 3 participations de candidatures féminines. En dehors de agrobusiness, vous connaissez dans les autres domaines de l'industrie? Oui, un industriel est un industriel. Moi je pense que c'est une philosophie, c'est une façon de voir les choses. L'industrie de l'agroalimentaire vise à nourrir les populations. L'industrie lourde, l'industrie extractive, tout ça, c'est des types d'industries qui sont largement à notre portée. Moi, comme je l'ai dit, l'industrialisation, c'est la solution aujourd'hui pour le développement du Sénégal. C'est l'heure de l'industrialisation dans notre pays. Donc, ça fait partie des projets que nous allons développer. En tant que présidente et mère de famille, serait-il possible d'aller les devoirs présidentiels et familiaux? Oui, effectivement, à l'image de tous les présidents de la République qui réussissent à allier vie de famille et vie professionnelle, pourquoi pas? C'est vrai, je suis femme, j'ai des responsabilités ou des devoirs en tant que mère de famille, en tant qu'épouse. De la même façon que les présidents de la République, hommes également, doivent toujours continuer à s'occuper de leur épouse. Je pense qu'il faut trouver des équilibres. Et je le fais depuis longtemps, depuis que je suis dans le milieu professionnel. Et je réussis à trouver ces équilibres en tant que chef d'entreprise et mère de famille. Aujourd'hui, en tant que présidente de la République et mère de famille, je ne vois pas un frein ou une limite objective quant à notre capacité à être présidente de la République et continuer à être une excellente maman à mes enfants et une excellente épouse à mon cher époux. Pour terminer, en cas de second tour, serez-vous du côté du pouvoir ou de l'opposition?
Alors DJ Kolos, en cas de second tour, je ferai partie des 2 candidats, Inch'Allah Rabi, au second tour. Donc je n'ai pas imaginé l'option où il fallait soutenir quelqu'un d'autre, ce qui voudrait dire que je ne fais pas partie des 2 candidats du second tour. Je suis en train de me battre pour gagner l'élection présidentielle au premier tour, mais au pire des cas, c'est de faire partie des 2 qui seront encore dans la course pour le deuxième tour. Donc la question qu'il faudrait poser aujourd'hui, c'est quels seraient les candidats qu'on va essayer d'avoir de notre côté pour gagner cette élection présidentielle, Inch'Allah Rabbi. Madame Jack Anta Babakar Ngom du ARC, merci beaucoup. Merci beaucoup DJ Kolos et merci à tous les auditeurs de la RFM et à bientôt. Merci DJ Kolos. 12h53, c'est la fin de ce journal consacré à la campagne. C'était